je m'appelle Charline. Je serai l'animatrice de ce podcast. Avec mes collègues, nous faisons partie d'une formation BPGEPS animateur social au CEFRAS de La Roche. Je vais laisser mes collègues se présenter et entre chaque chronique, je poserai une question. Comment être soi? Salut, c'est Louise. Bonjour, c'est Margot. Bonjour, c'est Mélanie. Bonjour, c'est Cathy. Bonjour, moi c'est Roxane. Salut, c'est Émilie. Bonjour, c'est Pascal. Salut, c'est Naomi. Bonjour, moi c'est Yaël. Salut, c'est Cassandre. Salut, c'est Anto. Pour cette première séquence, nous allons accueillir Mélanie, Louise et Margot sur les idées reçues et la perception de l'animation. Bonjour, nous sommes animatrices. Moi c'est Louise, je suis en animation depuis 2 ans. Moi c'est Margot, je suis en animation en EHPAD depuis le mois d'octobre et jusqu'à présent je faisais du bénévolat. Bonjour, moi c'est Mélanie, je suis dans l'animation en centre social depuis moins d'1 an et j'ai fait de l'animation auprès d'enfants et d'ados pendant 10 ans. Tout au long de notre vie professionnelle, nous avons entendu des clichés et des idées reçues sur notre métier. À travers ce podcast, nous souhaitions partager notre point de vue et notre expérience avec celle d'autres professionnels de l'animation et peut-être finalement pallier à une méconnaissance du métier. Pour commencer, on a collecté les témoignages de professionnels. Et ce qui revient souvent, c'est que le métier de l'animation n'est pas un vrai métier, qu'on se tourne les pouces, qu'on doit pas être fatigué à la fin de la journée, qu'on est payé à rien faire ou payé à jouer. Des phrases pas très valorisantes. Et du coup, les filles, vous, est-ce que dans votre parcours professionnel, vous avez eu ce genre de retour? Oui, plusieurs fois. Par exemple, qu'on ne fait rien, qu'on est là pour amuser la galerie. Et finalement, les gens ne voient pas ce qu'on fait derrière, toutes les démarches, tout ce qu'on met en place aussi pour créer les animations. C'est vrai qu'on nous dit souvent que déjà c'est un métier qui est mal payé et en plus qui consiste uniquement à faire le clown. Et c'est là, comme le disait Louise, que ça montre une vraie méconnaissance du métier, sachant que peu importe la structure, généralement l'animateur c'est la personne vers qui les gens vont le plus pour se confier ou lorsqu'ils ont des besoins. Pour ma part, c'est également des choses que j'ai pu entendre dans mon parcours professionnel. Je veux quand même notifier que dans les différents témoignages qu'on a eus, on en a un qui a été un petit peu entre guillemets à contresens. On a eu une personne qui nous a dit que elle avait eu que des retours entre guillemets positifs, que c'était un métier qui permettait de rassembler, que c'était un beau métier. Du coup, on s'est un peu interrogé parce que c'était le seul témoignage qui était un peu différent. Et en fait, cette personne a fait principalement de l'animation sportive. Du coup, en réfléchissant avec Louise et Margot, on s'est dit que peut-être la dimension sportive apportait quelque chose peut-être de la crédibilité entre guillemets, parce que du coup, le sport c'est lié à la santé, et qu'on identifie plus les missions d'un animateur sportif. On voit plus ce qu'il fait, alors qu'un animateur, c'est peut-être un peu plus nébuleux pour les gens. Et ouais, du coup, c'est un peu la déduction qu'on en a faite. Parce qu'on trouvait ça intéressant aussi d'avoir un témoignage qui était un peu différent. Et de s'interroger autour de ça. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est être un animateur social? Donc on a une fois de plus récolté l'avis de d'autres professionnels quant à leur vision du métier d'animateur social. Et ce qui est ressorti globalement, c'est que le métier d'animateur consiste à créer du lien, c'est être une écoute et une oreille différente de celle que le public peut avoir dans, par exemple, un cadre scolaire ou un cadre familial. L'animateur est en charge de transmettre et d'accompagner le public dans une démarche de projet tel qu'il soit. Il donne les armes à son public pour se développer et pour être lui-même et pour développer et affirmer ses potentiels. En effet, un animateur donne du lâcher-prise et du plaisir. Le plaisir, c'est le divertissement, le jeu. Mais il faut savoir que le jeu n'a pas qu'une dimension récréative. En effet, c'est ludique, mais par le jeu, on peut aussi créer du lien social et même de l'apprentissage. Donc ça a vraiment des bienfaits et non, les animateurs ne font pas que jouer. Personnellement, pour ma vision du métier d'animateur social, l'animateur il tend à créer du lien entre les personnes qui l'accompagnent mais aussi avec le monde extérieur. Il aide au maintien du développement dans la vie ainsi que le maintien de l'estime de soi. Si je prends un exemple un peu plus concret, dans la structure où je travaille, au moment de la période du Covid-19, il y avait plus du tout d'animation. Donc forcément, les résidents avaient perdu la relation entre eux, mais aussi la relation avec le personnel. Et malheureusement, il y a des résidents qui se sont laissés mourir par manque de lien en fait social. Et c'est là qu'on voit que l'animateur a un rôle très important dans une structure. Et ça a aussi un vrai impact sur leur santé mentale. Oui, et j'ajouterais... J'ai un témoignage, vu que je travaillais avec des ados, par exemple sur la démarche de projet. Quand on est dans l'animation avec des ados, on peut accompagner et initier ce public à la démarche de projet. En fait, des projets, ils en feront toute leur vie. Pour autant, dans le cadre scolaire, c'est quelque chose qui est
peu ou pas abordé, alors que dans l'animation, on peut, je vais me répéter, mais initier des jeunes à la démarche de projet, et c'est quelque chose qui va leur servir toute leur vie. Donc voilà, c'est ça aussi l'animation, c'est un apprentissage, mais de manière un peu différente. Et pour conclure, les filles, avez-vous un mot ou une phrase ? En fait, on espère qu'avec ce podcast, les personnes qui vont l'écouter auront une autre image de l'animation, de l'animateur, qu'ils partageront ce message au plus grand nombre pour que notre métier soit mieux reconnu et connu. Merci Mélanie et aux filles. J'ai une question maintenant pour vous. Comment être soi ? Pour moi, en fait, être soi, pour moi, on est toujours soi. C'est-à-dire que même si parfois on peut être un peu en retrait ou dans la timidité, en fait, ça fait partie de qui on est. C'est pas parce qu'on se met pas tout de suite au devant de la scène ou qu'on montre pas toute l'étendue de notre personnalité qu'on n'est pas soi. Je pense que chacun a besoin peut-être d'étapes pour montrer qui il est. Et pour moi, être présent, c'est déjà être soi. Et peut-être qu'après, on se dévoile plus ou moins facilement. Voilà, c'est ma vision des choses. Puis dans le métier qu'on fait aussi, on a besoin d'être nous, d'y mettre nos valeurs aussi, d'y mettre ce qu'on croit au quotidien et pour aussi aider à accompagner les personnes. Maintenant, nous allons passer à la séquence 2 avec le groupe de Yael, Cassandre, Cathy et Naomi sur Être ado, c'est quoi ? De toute façon, les ados, aujourd'hui, ils sont tous individualistes, ils sont contre l'autorité, ils ont un manque d'hygiène de vie, ils sont pas stables, ils râlent, ils ne savent pas quoi faire, ils sont tous blasés et fainéants, ils profitent du système, ils ont un manque de codes sociaux, ils sont pas volontaires, en plus de ça, ils sont tous sur leur téléphone, ils veulent de l'argent sans travailler. Voilà ce que les ados entendent en 2025. Mais c'est quoi un ado réellement ? L'adolescence, déjà, c'est une période de transition entre l'enfance et l'adulte. Ça a un début, ça a une fin, mais au milieu, c'est un peu le bazar. Au début, c'est beaucoup de changements physiques, comportementaux, des questionnements, une recherche d'identité. Même les sociologues et les psychologues n'arrivent pas à s'accorder sur les caractéristiques des adolescents. Les seuls points sur lesquels ils trouvent un terrain d'entente, ce sont des constats sur des phénomènes de notre société actuelle pouvant expliquer les comportements des adolescents d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on a le décalage de la temporalité, qu'elle soit biologique, psychologique ou sociale. En gros, les ados, ils vont plus vite. On a un manque de repères de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. La marche, elle est vraiment floue. Un brouillage des valeurs collectives et morales et des modèles sociétaux. Un mixage des populations, l'emprise des médias sur les consciences et l'opacité grandissante des mondes de la formation et du travail. En gros, l'adolescence, c'est un peu naviguer en eau trouble. Sur le site Open Edition, en 2004, on pouvait déjà remarquer des problématiques sur les adolescents. Cet article nous dit que ces constats incitent à poser l'hypothèse de la difficulté qu'il y a probablement pour l'adolescent d'aujourd'hui, plus que pour l'adolescent d'autrefois, à trouver des repères pour la construction de soi et l'orientation de soi. L'adolescent vit des situations doublement nouvelles, en quelque sorte nouvelles dans sa vie d'individu par les demandes qui lui sont faites, par son corps et par la société, mais nouvelle aussi parce que la génération des parents déstabilisés par les changements sociaux ne sait pas toujours répondre ni proposer des modèles. Oui, donc là, on a la vision des parents, mais au final, les adolescents, comment ils le perçoivent eux. Donc ça, on peut le voir avec différents témoignages sur psychologue.com, où on a par exemple Tiffany Kazan, qui dit qu'à 15 ans, elle a repris goût à la vie, en expliquant que elle a commencé à se mettre en question de manière très précoce, enfin très tôt. Le regard des autres comptait énormément pour elle. Elle avait l'impression d'être accusée d'un crime dès qu'on posait les yeux sur elle. Elle se sentait mal dans sa peau, trop petite, trop ronde, ou trop ou pas assez, enfin bref, plein de choses qui allaient pas. Elle avait mal dans sa tête, trop mature, trop silencieuse, pas assez drôle, enfin bref, rien n'allait. Et elle était terriblement exigeante avec elle-même. Et elle voulait être parfaite, en fait, finalement. Elle voulait être parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur. On a aussi, du coup, Adrien, 18 ans, qui, lui, alors c'est un autre sujet, dit que dès qu'un garçon a le moindre défaut, il est rejeté. Et il explique que toutes les filles sont intéressées par les mecs super mignons, super machos, super italiens, enfin bref, tous les clichés possibles. Mais dès qu'un garçon a un défaut, comme des lunettes, de l'acné ou trop intello, il est rejeté. Alors qu'ils ont tout autant d'amour à donner que les autres. On a aussi Shannon, 15 ans, qui dit qu'elle voudrait plaire à tout le monde,
Enfin bref, on comprend bien que les adolescents actuels, ils ont plein de sujets qui les travaillent. Et finalement, un adolescent, c'est quoi? Les ados sont le reflet de ce qu'on a fait de notre société actuelle. Merci les filles de votre participation. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment être soi, Cassandre? Pour moi, être soi, c'est s'affirmer, avoir confiance. Merci. Cathy, tu as quelque chose à dire? Comment être soi? Non, désolée. Non? T'as rien à rajouter? Non. Pour moi, être soi, c'est être capable de agir comme on a envie d'agir, sans trop se poser de questions. Alors évidemment, toujours dans le respect des autres. Mais oui, être capable de faire ce qu'on a envie de faire, d'être passionné par ce qu'on fait et voilà, et d'avoir envie de le faire. Pour moi, pour être soi, il faut d'abord être conscient de qui on est, l'accepter et puis comprendre son fonctionnement. Être soi, pour moi, ça passe par vraiment toute cette phase de découverte. Il faut être expert de soi-même. Merci les filles. Et maintenant, nous allons passer à la séquence 3 avec le groupe de Pascal, Émilie, Roxane et Anthony avec Être bien, ensemble. On souhaite partager avec vous quelques retours d'expérience sur des activités qui seraient accessibles à tous. D'abord, écoutons Pascal qui souhaite présenter le concept d'aller vers. L'aller vers est une technique d'intervention sociale. C'est un moyen d'aller construire du lien de façon détournée avec des activités. Ces activités divertissantes ont pour le but d'attirer, de rassembler, d'étonner, de recueillir des envies, des besoins, avec la finalité de voir, connaître les réactions, puis mener un projet. Par exemple, mettre un proverbe tel que « Le jardin est un grand maître. Il enseigne la patience et la vigilance, il enseigne le travail et l'économie, et surtout, il enseigne une confiance totale. » Si cette phrase est mise en un lieu de passage, cela interroge leurs pensées, et cela pour tout public, enfants, ados, adultes, personnes handicapées, personnes âgées, familles. Selon le recueil des ressentis, on doit s'adapter selon les publics, notre façon d'amener des activités où tout le monde peut participer. Merci Pascal pour toutes ces informations. Roxane est quant à elle passionnée de musique et elle souhaite partager ses expériences dans son milieu professionnel. Alors, moi je travaille en structure de vacances pour personnes isolées et je suis passionnée de musique. J'organise des quiz, des karaokés, des lotos musicaux et des après-midi dansants. À chaque fois, j'ai des retours positifs des vacanciers. Ils sourient, ils participent et ils en redemandent. Donc, je prolonge les animations. Pour que l'ambiance soit bonne, je mets à disposition des accessoires tels que des colliers tahitiens, des chapeaux et des lunettes. À chaque fois, c'est un pari gagné et le public profite des bienfaits de la musique. La musique favorise le bien-être. Elle éveille les émotions, la joie, la nostalgie et l'apaisement. Elle renforce aussi les liens sociaux. Elle favorise l'inclusion et stimule la mémoire. Ça leur remémore des souvenirs. Je souhaite continuer sur cette lancée et améliorer mes activités par la suite. Merci Roxane. Maintenant, nous allons écouter Anthony, qui lui n'est pas du tout mélomane, mais plutôt du genre grand sportif. À toi Anthony. Merci pour la parole. Donc du coup, moi je vais essayer d'être synthétique par rapport au sport. Je vais d'abord commencer par une expérience vécue. Donc je suis amateur de sport extrême, notamment l'ultra trail, et ce qui m'a permis aussi de découvrir un peu les valeurs qui me sont chères, comme le dépassement de soi, le partage et vraiment la découverte de l'environnement, de tout ce qui est autour de moi. Après, j'ai une expérience aussi en tant que coordinateur APA, donc activité physique adaptée, et c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir les bienfaits physiques par rapport au sport adapté. Je vais vous intituler quelques bienfaits à qui j'ai pu remarquer lors de mes séances. Donc l'amélioration de la condition physique, la mobilité, la coordination, la prévention des risques et surtout le maintien de l'autonomie. Donc ça c'est quelque chose qui est important dans mes séances, maintenir l'autonomie et voir la favoriser.
plus. Après, je parlais des bienfaits psychologiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, améliorer l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très bien, qui est très important pour les personnes en situation de handicap. La réduction du stress et de l'anxiété, ça c'est quelque chose aussi que j'ai pu remarquer, c'est très important pour la personne en situation de handicap, avec beaucoup de dialogue au travers les discours qui peuvent me faire lors des retours de séance. La stimulation cognitive, la concentration, la coordination mentale, voilà. Ça, c'est des bienfaits qui sont importants lors de mes séances adaptées. Les bienfaits sociaux sont très importants aussi, comme l'inclusion, l'intégration, les développements des compétences sociales, travail d'équipe, et l'accessibilité aux nouvelles séances sportives comme le boccia ou le basket fauteuil. C'est des séances où j'ai pu initier et il y a vraiment de très belle séance lors de ces moments-là. Et je voulais finir aussi par les bienfaits émotionnels, donc le sport adapté, que ça soit le sport adapté ou le sport traditionnel, avec le sentiment de la liberté. Chacun est libre de ses mouvements et où ils veulent aller. Et le développement aussi de la résilience, donc la confiance en soi. Voilà, c'est des bienfaits qui sont très très importants. J'ai pu ressentir avec l'accompagnement de sport en situation de handicap. Et je vais terminer par un mot. Le sport amène un équilibre et des bienfaits plutôt positifs sur l'être humain en général. Voilà. Merci Anthony, merci à vous tous. On espère que ces partages d'expériences vous auront aidé à voir que le lien social et la prise en compte surtout du public, s'ils sont faits avec conviction, comme vous le faites dans vos structures, nous amènent à être bien tous ensemble. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé. Moi, j'ai une question pour vous. Comment être soi? Alors moi d'abord, donc c'est Roxane. Pour être soi, il faut être à l'aise et être naturel. Pour moi, pour être soi, il faut apprendre à s'écouter et surtout suivre ses envies. Quand on est soi, pour moi, c'est ne pas jouer un rôle et c'est être bien avec ce que je dis. Pour moi, être soi, c'est déjà s'autoriser à être soi-même. Et toi, Charline, être soi, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est être droit dans ses bottes. Je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. J'espère que les auditeurs ont pris plaisir à nous écouter et je pense que maintenant on peut se dire au revoir. Alors pour moi ça a été très enrichissant et j'en sors fière de cette expérience. J'ai apprécié d'entendre tous les arguments de mes collègues et c'était très enrichissant. Ça a été une expérience vraiment stimulante, très fière d'avoir écouté, même si entendre sa voix c'est pas facile. Et puis c'est chouette de partager ça. C'est une super expérience. Après c'est vrai que c'est pas évident de s'écouter, puis des fois avec le stress on bafouille, on dit pas les mots comme on voudrait les dire, mais non c'était top. Et puis le groupe avait une bonne fluidité, donc super expérience. Ouais, c'était nul. Non, en vrai, c'était une super expérience à vivre en groupe, pour le coup. Et moi, j'ai découvert l'outil qui, je trouve, offre un champ des possibles incroyable dans notre métier. Voilà. Alors, en tant qu'écoutante, ça m'inspire l'idée que se cacher derrière le manque de temps, c'est un faux problème dans nos institutions parce qu'on peut faire des trucs vraiment très chouettes en très peu de temps. Très intéressant en tant qu'écoutant de découvrir comme ça un groupe qui part de zéro et puis qui s'appuie sur la technique et sur ses dynamiques et ses qualités personnelles et collectives pour réussir à faire quelque chose de captivant. Donc non, je voulais te remercier toi, Vincent, pour permettre cette pratique en tout cas, parce que même si moi j'en suis persuadée de pouvoir faire vivre ça, en tout cas au groupe, c'est génial. Et quand je vois ce qu'ils en ont fait, la manière dont ils s'en sont emparés, en fait, je suis vraiment contente et du processus et du résultat. Alors merci à vous. Du coup, pour la deuxième année, donc toujours super contente de découvrir, c'est toujours une très très belle découverte. Et tout le monde a pu s'exprimer, être soi, et voilà, moi j'adore. Merci. Moi je suis très content d'avoir vécu ça, je suis aussi très content de t'avoir connu aussi Vincent, parce que t'as amené les choses de façon libre et vraiment spontanée. Je rejoins aussi Émilie sur l'outil.
Moi, je pense que c'est un outil que je connaissais pas déjà et je vais essayer de le développer là où j'interviens. Et ouais, j'ai vécu de belles et grosses émotions. Merci. Très enrichissant comme outil et on peut être très fiers de nous. Je pense qu'on a fait un super truc et merci à toi. Je suis d'accord avec Louise, on peut être fiers de ce qu'on a fait et en plus c'est pas forcément un outil qu'on utilise quotidiennement, donc c'était cool de découvrir aussi comment ça fonctionne. C'était une belle découverte et c'était des beaux moments de partage et d'écoute et d'échange. Voilà. Merci à toutes et à tous. J'ai vécu plutôt une expérience inédite, je souhaite le refaire et je suis plutôt fière de moi et merci à toi. Franchement, ça a été une super découverte et une bonne expérience de travailler aussi en équipe avec des personnes avec qui on n'a pas trop l'habitude de travailler. Et je pense que pareil, on peut être fiers de nous. Voilà. Et c'est ciao. Une production Parole et compagnie.